Bonjour Delphine, est-ce que tu peux te présenter et nous parler de ton parcours? Oui, bonjour Thibaut, je m'appelle Delphine Bernard. Euh, Aujourd'hui, je m'occupe de la préclinique dans une biotech depuis 6 ans maintenant. Et voilà, alors mon parcours, j'ai fait un magistère de génétique, après une thèse en neurosciences. Et après ma thèse, j'ai directement rejoint une première boîte de biotech qui développait des diagnostics prénataux non invasifs. D'accord. Rien à voir avec la neuro. Après cette expérience, j'ai rejoint une boîte qui faisait de la rédaction médicale. Donc c'était pour faire des dossiers d'enregistrement principalement. Ce qui permet de mettre un médicament sur le marché. D'accord. Et puis aussi des revues scientifiques, enfin plein de choses, comme tout ce qui est écrit en fait en sciences. D'accord. Et après cette expérience, j'ai rejoint justement la boîte dans laquelle je suis maintenant pour m'occuper de tout ce qui est recherche de la découverte d'une nouvelle cible jusqu'aux premières études chez l'homme, ce qu'on appelle les études de phase 1. D'accord. Tu as fait donc un doctorat en neurologie, ça portait sur quel sujet? En neurosciences. En neurosciences. Alors, Alors, au départ, mon sujet de thèse, mais tout le monde connaît ça, hein, mais au départ, mon sujet de thèse, c'était sur la mort des neurones. Donc, pendant le développement embryonnaire, il y a un programme, en fait, qui va faire que 50% des neurones de la moelle, en tout cas, meurent. Et mon but, c'était de comprendre ces mécanismes pour voir si cette voie-là, elle était réactivée dans les maladies neurodégénératives. D'accord. Et in fine, les choses étant ce qu'elles étant, les sujets de thèse évoluent dans le temps. Et mon sujet de thèse a in fine porté sur l'identification d'un gène. On n'a pas montré d'effet dans cette voie de mort neuronale, mais par contre, on a montré qu'il avait un effet sur la formation des synapses au cours du développement embryonnaire. D'accord. Donc ton sujet a beaucoup évolué au cours du... Voilà, exactement. Ouais, comme tu dis, ça arrive souvent. Très bien. Et après, tu disais que tu faisais des tests précliniques. C'est quoi exactement des tests précliniques? C'est tout ce qui est, toutes les études qui sont faites avant le test d'un nouveau médicament chez l'homme. D'accord. Donc c'est d'abord comprendre comment il marche. Enfin, il y a déjà les nouvelles, trouver des cibles, développer des molécules qui ciblent ces cibles et qui vont avoir un effet dessus. Vérifier l'absence de toxicité. Et tout ça, c'est fait in vitro ou chez l'animal. D'accord. Et ensuite seulement, on passe chez l'homme, une fois qu'on a fait la batterie de tests qu'il faut, qui est demandée dans les guidelines, en fait. D'accord. Donc en fait, il y a c'est quoi? C'est des lois ou c'est des protocoles précis de tests d'abord en laboratoire, puis d'abord je veux dire, en tube, puis chez les animaux, puis il y a toute une procédure à suivre? Oui. Alors tout ce qui est mécanisme d'action, il n'y a pas de procédure à suivre parce qu'elles vont dépendre de l'effet recherché. Donc Ouais. on ne peut pas faire de guidelines standard, mais pour tout ce qui est toxicité, oui, c'est très standardisé. Et donc, mais en fait, les tests, c'est à la fois fait pour tester l'efficacité de la molécule, et aussi pour tester la toxicité, ou c'est deux protocoles parallèles qu'on fait en même temps? C'est deux protocoles parallèles. Après, D'accord. rien n'empêche de trouver une toxicité dans une étude où on veut tester l'efficacité. Enfin, c'est pas... Oui, c'est pas incompatible. c'est pas incompatible. Ouais. Mais oui, c'est deux protocoles. Enfin, il y a des études qui sont vraiment dédiées à, par exemple, typiquement, voir par exemple l'effet d'une molécule sur... d'une toxicité potentielle sur le premier trimestre de la grossesse et séparé d'un test de l'effet toxique d'une molécule sur le deuxième trimestre de la grossesse, qui est séparé du troisième trimestre et des premiers jours de développement postnataux. Là, on parle de médicaments pour soit les embryons, soit les femmes enceintes. En fait, en général, on fait les études en 3 segments, enfin les études sur la reproduction, la toxicité de la reproduction en 3 segments, fertilité et développement embryonnaire précoce, en développement embryo-fœtal, donc ça c'est tout ce qui est tératogénèse. D'accord. Et puis le 3e segment, justement, c'est fin de la grossesse et développement postnatal, allaitement.
Toi, tu as travaillé plutôt pour des médicaments de ce type-là, en fait? Pour des médicaments de ce type-là? Voilà, qui sont liés à la grossesse Non, non, pas du tout. D'accord. Non, non. Dans la première boîte de biotech, on développait pas des médicaments, mais des diagnostics, donc c'était autre chose. Après, en rédaction médicale, là, j'ai vu tout un tas de molécules différentes pour des indications très variées, donc il n'y a pas de... c'est là où on voit que justement les tests sur la toxicité sont très, très, très standardisés, et quelle que soit l'indication, c'est toujours les mêmes tests qui sont faits. D'accord. Et par contre, oui, moi je travaille surtout sur des développements de molécules pour des maladies neurologiques. C'est quoi, tu disais, un test non invasif? C'est quoi un test non invasif et c'est quoi là par rapport à un test, je suppose, invasif? Alors pour la boîte, là, l'idée c'était de développer une méthode qui permette de diagnostiquer, diagnostiquer si une mère était porteuse d'un enfant trisomique, sans faire de ponction de liquide amniotique, donc ça c'est invasif. Mais à partir d'une prise de sang, c'est non invasif dans le sens où tu ne rentres pas d'aiguille dans la sphère de l'enfant. D'accord, très bien. Donc tu disais que toi tu t'occupes des tests précliniques, donc ça va jusqu'à la phase 1. Non, préclinique, c'est avant la phase 1. Avant la phase 1. Et à partir du moment où on passe chez l'homme, ça devient les études cliniques. Voilà. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus sur les études cliniques parce que de ce que j'en sais, il y a des phases 1, phase 2, phase 3, et je ne sais pas trop exactement à quoi ça correspond chacune des phases. La phase 1, c'est les premières études chez l'homme. Donc en général, elles ont pour but de voir de vérifier que le produit est bien safe, sans toxicité, quoi, en fait. D'accord. Pour l'homme, généralement, on fait ces tests sur des volontaires sains. D'accord. Donc des gens jeunes, en bonne santé. Mais quand les produits sont... on sait qu'ils sont un peu toxiques, par exemple, je pense aux anticancéreux, on ne le teste pas chez des volontaires sains, on les teste que chez des patients. Donc les phases 1, généralement, sont chez les volontaires sains, mais de temps en temps, selon les molécules, on peut les faire aussi chez les patients. Ensuite, les phases 2 sont faites pour montrer toujours la sécurité, l'innocuité en fait, de la molécule, plus l'efficacité dans un petit nombre de patients. D'accord. Et les phases 1, pareil, généralement, elles sont faites dans un petit nombre, chez un petit nombre d'individus. C'est quoi un petit nombre d'individus? C'est quoi, 10, 100? Ça peut aller de 6 jusqu'à, on va dire 40, 50 pour, par exemple, voir des effets cardiaques. D'accord. Tester l'absence d'effets cardiaques. Généralement, c'est sur une cinquantaine de personnes. Et ensuite, les phases 3 sont celles qui permettent justement de faire les dossiers d'enregistrement dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de vraiment démontrer formellement l'efficacité d'un produit sur une maladie donnée. Et donc là, par contre, il n'y a pas de règle sur le nombre de sujets à inclure, mais il n'y a pas de règle sur le nombre de sujets à inclure en termes d'efficacité, ça dépend de l'effet du produit et on calcule le nombre de sujets qu'il faut inclure pour montrer une efficacité. C'est les tests de puissance. D'accord. Mais par contre, au niveau sécurité, pour qu'une molécule soit mise sur le marché, il faut qu'il y ait un certain nombre, il faut qu'il y ait un recul assez important, disons, sur l'exposition des gens. Donc, je connais pas les chiffres en particulier parce que là encore, je suis pas clinique, mais je suis préclinique, mais je pense que c'était 300 au minimum. Il faut qu'il y ait 300 personnes qui aient été exposées à la molécule pendant un certain temps pour pouvoir avoir des preuves suffisantes pour permettre aux agences de dire « Ok, on peut le mettre sur le marché ». Les phases précliniques, je suppose que ça a une durée extrêmement variable, puisque ça va dépendre de tout l'aspect de recherche. Dans les cas que toi, tu as travaillé, ça a pris combien de temps entre, par exemple, les premiers résultats sur une molécule et le fait de passer en phase clinique? La boîte dans laquelle je bossais a eu un développement
peu conventionnel, mais je pense, comme c'est souvent le cas d'ailleurs. Mais en réalité, c'était un peu du repositionnement, donc la molécule était déjà connue, la toxicité était déjà un peu connue. Et donc on a pu passer chez l'homme en même temps que faire les tests réglementaires de toxicité pour tout documenter. Parce que par exemple pour les États-Unis, là, la FDA, il faut, quand on présente des tests de toxicité ou d'efficacité d'ailleurs, même en préclinique, il faut montrer toutes les données brutes. Donc tout ce qui est publié, au final, généralement, on ne peut pas l'utiliser parce qu'on n'a pas les données individuelles de tous les tests. On a souvent des données moyennées. Oui. Ouais, voilà. En fait, maintenant, c'est avec toute la vague de Open Science, avec la diffusion de toutes les données brutes, ça va faciliter ce travail-là. En fait. Exactement. Mais sauf que pour qu'ils soient pris, pour que les données publiées soient prises, il faut quand même qu'elles respectent les normes de l'OCDE, là. Enfin bref, sur les tests génotoxiques par exemple, où toutes les toxicités tous les protocoles sont décrits dans les guidelines de l'OCDE. Donc. D'accord. Et donc là, en fait, c'était un médicament, donc si j'ai bien compris, c'était une molécule qui était connue pour une fonction A, qui avait été testée au niveau toxicité, mais on s'est rendu compte qu'elle pouvait aussi servir dans un autre contexte. Ouais, c'est ça. D'accord. Et donc ça, c'est la phase préclinique. Et les phases cliniques qui sont très réglementées, il y a des durées minimum de chacune des phases, des choses comme ça ou pas? Non, en fait, pour revenir aux précliniques, la durée, par exemple, les études de toxicité chronique vont dépendre du traitement après, en fait. Si, par exemple, tu donnes le traitement à vie, dans ce cas-là, tu as besoin d'exposer des animaux sur une durée significative de leur vie pour voir apparaître des toxicités éventuelles. D'accord. Donc, par exemple, chez la souris, c'est 6 mois minimum, et chez le chien, c'est 9 mois. D'accord. Donc tout ça pour un produit qu'on donnerait sur plus d'1 an ou chronique chez nous. D'accord. Donc pour un médicament qui va être donné pour très ponctuellement sur une courte durée, la durée des tests sera beaucoup plus courte. Exactement. Il n'a pas besoin autant de durée, sauf si on veut tester la carcinogénicité, où là, on fait toujours sur sur la durée de la vie d'un animal, quoi. Ça me fait penser que récemment, on a beaucoup entendu parler dans les médias liés au Covid-19 à tout ce qui était les tests en double aveugle et les groupes témoins, tout ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ce que ça recouvre, ces notions-là? Ce que ça recouvre, tu veux dire les biais potentiels liés à la levée d'aveugle? Voilà, c'est ça. Mais non, mais c'est... je connais pas d'études qui montreraient le biais que ça peut induire, mais en tout cas, c'est sûr que si on fait une lecture d'un résultat, par exemple, sans aveugle ou avec aveugle, les résultats peuvent être très différents. Oui. Peuvent être très très différents. Et on a une tendance humaine à chercher un résultat donné. Donc, à voir ce qu'on a envie de voir, quoi. À voir ce qu'on a envie de voir. Donc, non, c'est ultra important. Et l'aveugle... même par rapport dans une étude clinique, on est en aveugle d'un placebo ou d'un meilleur traitement actuel disponible versus la molécule en cours d'essai. Et c'est vrai que s'il y a une très forte attente des patients et des médecins, l'un comme l'autre, par rapport à un nouveau traitement, eh bien, pareil, il peut y avoir un biais énorme, et la preuve en est que parfois on a des bras placebo, donc les bras qui n'ont pas de traitement actif, qui se comportent pas du tout de façon attendue par rapport à l'histoire naturelle de la maladie, ce qui prouve qu'il y a bien un effet non neutre de l'attente qu'on a de l'efficacité d'un traitement. C'est-à-dire que pendant les traitements, en fait, vous faites en sorte que à la fois le patient et le médecin ne sait pas le médicament si c'est le médicament
ou pas qui est donné C'est ça, le à la double personne. aveugle. D'accord, c'est ça le double aveugle. Tu as dit un truc que je trouve intéressant, c'est que quand on teste un nouveau médicament, on ne le teste pas forcément que contre un placebo, on peut aussi le tester contre un autre médicament référence dans le domaine. Ouais. D'accord. Le best of care. C'est le best of care. Et si ta nouvelle molécule n'est pas plus efficace que ce médicament-là? Elle n'a pas d'intérêt nécessairement à être commercialisée, sauf si elle améliore, par exemple, des effets secondaires. Des effets secondaires, même ne serait-ce que la prise de traitement. Si par exemple tu as un traitement que tu prends 3 fois par jour et que tu testes un nouveau traitement que tu prends juste 1 fois par jour, ça améliore significativement oui, la facilité de l'administration. Oui, et puis disons le quotidien des patients, quoi. D'accord. Donc ça peut avoir un avantage. En fait, il faut qu'il y ait un avantage, sinon c'est sûr que s'il n'y a pas d'avantage... S'il n'y a pas d'avantage, c'est sûr que ce ne sera pas mis sur le marché parce que commercialement ça n'est pas valable. Ou est-ce qu'en fait on n'obtient pas l'autorisation de mise sur le marché? J'ai pas assez de recul là-dessus, je peux pas te dire. Okay. Mais j'aurais tendance à dire que... il faut quand même qu'il y ait un bénéfice. Enfin, tu sais, c'est la NSM, là, il regarde à la fois le service médical rendu et l'amélioration du service médical rendu. D'accord. Par exemple, la NSM, je dis ça, mais maintenant, c'est plus centralisé, c'est plus l'Agence européenne du médicament qui évalue, d'accord. Qui fait les autorisations de mise sur le marché. D'accord. Merci. Donc, toi, tu avais fait un doctorat qui était plutôt universitaire. Ouais. Donc, ce n'était pas une bourse CIFRE. Non. Et après, tu as transitionné pour aller travailler dans une start-up biomédicale. Oui. Et comment tu as fait cette transition? Parce que c'est souvent quelque chose qu'on se pose de l'intégration dans le privé des doctorants publics. Comment, toi, cette transition, elle s'est faite? Moi, je pense que c'est beaucoup comme ça, mais c'est par le réseau, en fait. C'est parce que mon directeur de thèse avait un de ses amis qui cherchait quelqu'un dans sa boîte, et voilà, et globalement, j'avais les compétences qu'il cherchait, donc... D'accord. Puis on s'est rencontrés, on s'est entendus, le courant est passé, quoi. Donc c'est aussi vachement important, dans les biotech, parce que c'est comme une thèse. Je veux dire, c'est comme une thèse dans le sens où c'est très consommateur de temps, d'investissement personnel. Donc si humainement ça passe pas, c'est compliqué. C'était aussi des petites structures, ces entreprises de biotech? Ouais. Moi, j'ai commencé dans la première boîte, là, après ma thèse, on était 3. D'accord. Et 3 au quotidien, il y avait en plus 2... ils étaient 3 cofondateurs, mais il y en avait un seul qui était là tout le temps. Et on était 2 autres employés. D'accord. Et dans l'autre boîte dans laquelle là je suis, et quand j'ai commencé, on était 4. D'accord, donc oui, c'est des petites structures. Ouais. Et est-ce que c'est des structures qui restent très proches du monde de la recherche académique, avec des gens qui appartiennent aux deux, des choses comme ça? Ou est-ce qu'une fois que tu as switché dans le côté privé, en fait, tu es vraiment passé dans un autre monde du monde du privé, ou pas trop? Ça dépend des cas. En fait, il n'y a pas de règle absolue. Si une boîte sort de l'académique, elle va avoir tendance à rester très académique. Après, il y a quand même un environnement de brevets, de confidentialité, c'est vrai que d'aspect financier, et de levée de fonds, même si au final c'est pas très différent de la recherche académique. Je veux dire, on passe les biotech au tout début, elles passent un temps significatif à chercher de l'argent, quoi. Mais c'est plus, je dirais qu'une des grosses différences peut-être par rapport aux recherches que j'ai faites, en tout cas moi dans mon labo de thèse, c'est on cherchait à montrer des effets, mais comme on ne cherchait pas forcément à évaluer l'effet d'un traitement dans une maladie donnée, en fait, on ne s'attardait pas sur la validation de nos tests. Ça, c'est vraiment quelque chose qui n'y a pas trop dans le public, en tout cas dans les labos dans lesquels j'ai été dans le public. On teste des effets, généralement en plus sur des nouveaux systèmes, donc qui ne sont pas complètement validés, quoi. Et alors que dans le public, dans le privé, souvent, au contraire, il faut avoir des systèmes très très bien caractérisés pour être sûr de son effet.
Oui, c'est-à-dire que les outils et la méthodologie utilisée pour mesurer l'effet est beaucoup plus rigoureux dans une entreprise privée que dans la recherche publique que toi tu as vécu. Oui, mais d'abord parce que sinon, la raison principale, c'est que quand on va avec notre étude voir les agences de médicaments qui ont vu passer énormément de projets nouveaux, intéressants, c'est une des choses qu'elles demandent, quoi. La reproductibilité, la variabilité dans notre système. Est-ce que finalement ce qu'on observe c'est plus par chance qu'un effet réel? Enfin voilà, toutes les questions sont là, quoi. D'accord. Donc c'est ce que toi tu as vu comme principale différence entre ton travail de thèse et ton travail dans ces petites boîtes de biotech. L'importance de la validation d'un résultat, ouais. D'accord. Ouais. Ben oui, mais notamment ça rejoint un peu les politiques de qualité qui sont de plus en plus présentes dans les laboratoires, avec notamment les validations de méthodes et toutes ces choses-là qui sont plus présentes. Oui. Puis c'est vrai que tu parles de qualité, mais c'est vrai que j'ai pas dit, il y a aussi tout ce qui est justement procédure opératoire, standardisée, traçabilité de ce qu'on fait. Même si dans mon labo test, pour le coup, ils étaient quand même assez déjà un peu qualité parce que comme ils ont eu plein de problèmes de culture, comme des cultures cellulaires, elles demandent d'utiliser plein de produits de différents fournisseurs. En fait, quand il y a un problème sur un lot, si on ne trace pas, ça peut être très long de trouver la raison d'une inefficacité, en fait. Et comme eux, ils ont eu plein de problèmes, ils traçaient tout, quoi. Donc c'est vrai que... D'accord. Donc en fait, ton expérience t'a rendu à la fois une fervente supportrice de la qualité et de l'open data. Alors, open data, non, parce que justement en laboratoire, dans le privé, disons que tant qu'on est sûr que des données ne sont pas brevetables, on ne peut pas les mettre à disposition de tout le monde. Oui. Ah oui, il y a des... Mais ça devrait être la même chose dans le public. Dans le public, il y a un vrai débat sur à quel moment les données doivent être rendues disponibles, qui est aussi très dépendant du type de financement. Ouais. Mais c'est vrai que moi, par exemple, dans la majorité de mes recherches, mes financements sont d'origine publique, donc par définition, mes résultats sont publics. Oui. Après, il y a quand même un switch. INSERM transfert, le CNRS, je connais moins, mais en tout cas, l'INSERM pousse vraiment les équipes à réfléchir à la brevetabilité de leurs résultats avant de les publier. Oui. Alors, je ne sais pas pour l'INRAE. Non, l'INRAE, non. Ouais, l'INSERM, en tout cas, oui, beaucoup. Non. Parce que c'est dommage, on finance, l'État finance, même des fondations des privées, peu importe, finance des recherches et au final, si on publie, non seulement le labo ne peut pas imaginer vendre ce truc et donc gagner de l'argent sur cette découverte géniale, mais en plus, peut-être que jamais ça sera exploité commercialement, parce que du coup, ça ne sera pas brevetable puisqu'il y aura une publication. À l'heure actuelle, les dernières recommandations, ce qu'on va appeler État Lab de l'État français, c'est pour tout ce qui est publication et les données, c'est de les publier, alors je n'ai plus le détail, mais c'est en open science, qui entre autres comprend la réutilisabilité à des fins commerciales. C'est-à-dire qu'on donne nos données, on les met à disposition, et quelqu'un d'autre peut se les approprier et faire de l'argent avec. Et la seule obligation qu'il a, c'est la citation. Oui. Ça, c'est la recommandation. Mais par contre, il ne peut pas faire de brevet avec. Ça veut dire que lui, il va peut-être investir... en fait, la difficulté pour une boîte, c'est de se dire, OK, je vais investir sur cette idée, sur ce résultat, sur cette découverte, ne sachant pas si des concurrents font la même chose. Et le brevet, ce que ça confère, c'est, à partir du moment où on le dépose, bien sûr, et qu'on l'a, ça confère une exclusivité de commercialisation pendant une période donnée. Oui. Après, les données sont publiques. L'avantage du brevet, c'est ça. C'est en contrepartie de rendre publiques les données, on te donne un droit de commercialisation exclusif pendant une période donnée.
Oui, mais alors là, en fait, on met derrière données plein de choses parce que des données pures ne sont pas brevetables. Non, mais des Voilà. résultats. Mais oui. En fait, c'est l'utilisation de cette molécule pour ce problème qui est brevetable. Oui. D'accord. Enfin, ça, c'est un brevet d'indication. Après, il y a des brevets qui peuvent être vraiment juste une formulation ou une molécule donnée. C'est pas, enfin, il y a des brevets qui sont sur une découverte de molécules données. Les molécules propriétaires, Oui. c'est exactement ça. Mais nous, enfin, C'est-à-dire quand tu en peux tout cas, breveter. c'était pas le modèle de la boîte dans laquelle Oui. Très bien. D'accord. Eh ben, merci pour ça. Maintenant, j'aimerais te poser des questions un peu plus personnelles. Et donc, j'ai toujours ma petite série de questions qui est toujours la même. Donc, la première qui est, est-ce que dans tout ton parcours, Tosha, tu as quelque chose qui t'a rendu particulièrement fier? Un truc où tu te dis, ça, c'est top. On en a parlé tout à l'heure, mais... Oui. Non, mais pour moi, c'est pas... je peux pas dire que... Enfin... je peux pas dire que je sois fière Enfin... Je peux pas dire que je sois fière d'autre chose aussi importante que les enfants, quoi. Enfin, franchement, je pense que... voilà, mais... Enfin, ils font ma plus grande fierté, quoi. Oui. Mais c'est terrible, mais Non, mais en même temps, on parle tous de l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle. C'est pas pour rien. C'est que pour beaucoup d'entre nous, la vie personnelle reste très importante. Donc oui. Mais, so far, ils sont super bien, quoi. Donc voilà, tout ce que je souhaite, c'est qu'ils continuent à me rendre fière. Très bien. Et le pendant de la fierté que je demande souvent, c'est est-ce que par hasard il y aurait une erreur, un truc que tu ne referais plus de la même façon maintenant, ou quelque chose, une expérience qui t'a apporté que tu voudrais partager en disant attention ça, faites attention à ça. Il y a plein de choses que je ne referais pas de la même façon si j'avais à les refaire, hein, bien sûr, mais c'est heureusement que d'ailleurs qu'on apprend en fait de nos erreurs. Mais alors un truc qui m'aurait particulièrement marqué, je sais pas, parce que moi je suis assez contente d'avoir eu les différentes expériences que j'ai eues, et chaque fois que j'y suis allée, c'est parce que je croyais dans le projet. Enfin, d'accord. J'étais, enfin voilà, c'est aussi ce qui me fait rentrer dans un projet, hein. C'est que je crois dans le projet. Dans le projet, et que j'y vois un intérêt pour la société en général. Est-ce que, enfin, certainement même dans le projet là qu'on fait actuellement, enfin, sur lequel je suis actuellement, certainement qu'il y a plein de choses où on se dit purée, j'aurais pas dû faire ça comme ça, ça aurait été plus vite. Mais c'est des gains. Ouais, oui, c'est des milliers de petites choses. C'est des milliers de petites choses et pas une grosse chose où je me dis non, j'aurais pas dû faire ça comme ça. D'accord. Très bien. Et sinon, as-tu quelque chose, un livre, une série, un film à recommander, un truc où tu dis tiens, ça, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est génial, si vous avez du temps. Comme on risque d'être reconfiné bientôt, ça peut être une bonne idée de donner Alors, je sais pas, moi je suis beaucoup plus jeu de société. Bah oui, bah, très bien. Que livre. Donc. Et par exemple, lequel jeu de société alors? Eh bien, et en plus on partage, enfin on transmet cette passion aux enfants, je pense. Donc on adore jouer à Catan, on adore jouer à Bella, Takenoko. On adore jouer, je sais pas, moi Karuba, un qui est un peu... est-ce qu'il y en a un qui est un peu particulier, vraiment... Non, je dirais qu'ils sont tous un peu sympas. D'accord. Et Catan, par exemple, c'est quoi? Comment ça se joue? Catan, tu connais pas? Si, moi oui. Mais... Ah oui. Ben, Catan, c'est un jeu de plateau où on doit faire grandir un territoire, des colonies. On fait ça en cultivant des ressources. Et on doit justement étendre son... C'est pas un royaume, hein, c'est plus... un territoire. Un territoire, voilà. Sur le plateau. On doit bien sûr embêter un peu les autres.
Et, On doit échanger des poutres. et échanger, ouais. Et non, et c'est assez formateur. Enfin, moi, j'aime bien pour les enfants parce que justement, j'ai des enfants qui n'aiment pas perdre. Étonnamment. Et qui se vexent quand on leur fait des petits coups bas et tout, machin. Mais au final, ils apprennent avec ces jeux-là à encaisser. Parce que ça forge le début, caractère. Ouais, non, mais enfin, en tout cas, sur un truc très bête, un jeu, quoi. Mais au début, il y avait des pleurs dès que. Oui, non, mais je connais ça aussi. Oui. Dès que. Dès qu'ils ne gagnent pas. Ouais. Et si t'embêtes, alors là, ça devient. Oui, c'est un scandale. Ouais, c'est trahison. Un scandale, mais c'est une trahison, c'est ça. Et en fait, il faut juste comprendre que c'est un jeu et que voilà, et au final, ça apprend quand même un peu la vie parce que mine de rien, il y a quand même plein de gens qui pourront faire des coups bas dans la vie. Il faut apprendre à encaisser. D'accord. Très optimiste. Mais non, mais c'est vrai. Enfin, il y a plein de gens sur qui on peut compter et il y a plein de gens sur qui juste il faut se méfier, c'est normal. Bah, je te remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Si quelqu'un veut te contacter pour discuter avec toi de ton parcours ou d'un point précis de ce que tu as dit, c'est quoi le plus simple pour Le plus simple, c'est de laisser un message sur la vidéo. D'accord, donc laissez un commentaire et voilà. Et ben merci beaucoup. De rien. Merci Thibaut.